Bonjour, je retourne à Bordeaux aujourd'hui et je fais suite à la vidéo du Château Potensac en 2015 où je vous avais présenté le millésime. Là, on va passer un bon cran au-dessus dans le Haut-Médoc et plus exactement à Pauillac avec le château Aubage Libéral, 5e cru classé. Ce château est à suivre parce que les coûts restent raisonnables et il progresse petit à petit d'année en année grâce à sa propriétaire, Claire Villard-Lurton, dont le mari, Gonzague, détient le château du Fort-Vivens, cru classé de Margaux. Pauillac, vous le savez, c'est le royaume du Cabernet Sauvignon, où l'on produit sans doute un des meilleurs vins rouges sur ce cépage dans le monde. Claire Villard-Lurton a un cursus un petit peu atypique. Elle a commencé par faire des études qui n'avaient rien à voir directement avec la viticulture, licence physique, licence chimie, et aussi une licence en art plastique, en histoire de l'art plus exactement, ce qui est assez différent, évidemment. Elle a commencé donc à s'occuper de ce vignoble il y a une trentaine d'années, suite au décès de son grand-père. Et elle s'est passionnée assez vite pour cette gestion, et dans les années 2000, elle a commencé à s'orienter vers le bio et la biodynamie, à une époque, il faut le dire, où les grandes propriétés bordelaises regardaient tout ça d'assez loin, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées. En gros, on pourrait résumer, on ne change pas une équipe qui gagne. À l'époque, la pression, je dirais, sur l'environnement était quand même très relative et le milieu bordelais se planquait, il faut le dire, derrière l'argument climat océanique, le bio, c'est impossible. D'ailleurs, dans ces années-là, les premières expériences ne concernaient absolument pas les grands châteaux. Ils ont, disons, peut-être couru après la victoire, mais on ne va pas les accabler. Ce qui compte, c'est le résultat. Elle n'a pas été la seule quand même, bien sûr, et aujourd'hui, ils sont un certain nombre, en Médoc, mais ailleurs, bien sûr, à s'être installés dans la culture biologique et dans la biodynamie. Elle a même participé à la création d'un groupement d'intérêt économique avec Thomas Duroux, qui est le directeur général de Château Palmer, et sans aucun doute, ils ont eu des échanges fructueux. Il n'est pas impossible d'ailleurs que Caroline Fray du Château de la Lagune était aussi intéressée par ça. En fait, ça, je ne sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de temps à elle, cette dame, entre le Château de la Lagune, la maison Jaboulet en Vallée du Rhône, le Château Cortoncé en Bourgogne et des vignobles en Suisse. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas assez de ces 24 heures. Toujours est-il que ces échanges sont très intéressants et très intelligents parce qu'il y a quand même dans la biodynamie beaucoup d'empirisme, même si les résultats, lorsque c'est bien fait, sont quand même probants. 2015, donc, je ne reviens pas sur l'analyse du millésime puisque je l'ai fait avec Château Potensac. Les vins, donc, approchent les 10 ans, mais nous sommes quand même dans un très beau millésime et les vins, par conséquent, évoluent lentement. La propriété est relativement modeste, une trentaine d'hectares, c'est pas grand-chose finalement par rapport aux autres grandes propriétés du Médoc. Claire Villard-Lurton a engagé toute une politique de qualité, notamment avec une très haute densité à l'hectare des cèpes, pratiquement 10 000. Alors vous me direz à quoi ça sert? Disons que plus on rapproche les pieds de vigne, plus ils sont en concurrence pour leur croissance et par conséquent, ça diminue les rendements, mais à la clé, on a des raisins superbes. Mais c'est quand même assez compliqué, notamment pour les engins, pour passer entre les rangs des vignes et faire les traitements si nécessaire. Ce millésime, donc 2015, on peut supposer que ce Pauillac n'est pas encore à son apogée, c'est même d'ailleurs certain. Ce millésime évolue quand même très très bien et un peu en parallèle d'ailleurs avec un millésime plus léger et plus récent, 2017, et ce sera bientôt l'occasion pour moi de vous en parler. Les 2015 pour l'instant se payent à mon sens à leur juste prix, c'est-à-dire qu'ils sont plus chers que 2014 bien sûr, mais sensiblement moins chers que 2016
Et on peut considérer que l'un dans l'autre, le rapport qui a été pris de ce beau millésime est tout à fait raisonnable pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que vous savez tout ce qui se passe. La politique américaine de Trump, où, il faut bien reconnaître, les producteurs de vin ont reçu un coup de maillet sur la tête avec tout ça. Vous savez que les choses peuvent changer très vite d'un moment à l'autre. Claire Virard-Lurton a suivi donc une formation au début des années 2000 en biodynamisme sur Bordeaux et elle raconte, c'est assez plaisant, qu'ils ne sont pas grand monde à participer à cette formation parce qu'à l'époque c'était vraiment des pionniers. Nous allons donc goûter ce Aubage libéral 2015 et ensuite je terminerai rapidement mon survol de l'évolution de l'agriculture vers le bio. Je vous ai déjà présenté une première partie. La robe est profonde, elle commence à se tuiler. Bon, le nez est très intense, de framboise et de myrtille, très pur, très joli nez, classique. Note boisée très fine, élégante. Crème de cassis. Voilà, un très joli vin encore. Tannique, hein. C'est attendu. Qui évolue très bien. Je dirais l'apogée dans 1 à 2 ans. Peut-être même qu'une seule année suffira. Pour un Pauillac, c'est un vin quand même relativement léger, j'ai bien dit relativement. Pourquoi? Parce que si vous voulez, le terroir l'emporte sur l'appellation. Hein. Tous les Pauillacs n'évoluent pas à la même vitesse et il est bien évident qu'un Aubage libéral 5e cru classé va s'ouvrir bien plus vite qu'un Pichon Comtesse ou a fortiori un Château Latour. Je reviens rapidement donc sur l'évolution, sur la prise de conscience, c'est peut-être la meilleure expression, des dégâts de l'agriculture conventionnelle qui ne concernent évidemment pas que la vigne. J'en étais resté à l'après-guerre avec donc le développement de semences très productives pour le blé, mais ça concerne en réalité l'ensemble de l'agriculture. Et puis le grand tournant, c'est donc l'invasion, si l'on peut dire, des produits chimiques, des pesticides, tout ce qu'on appelle sous le terme général d'intrants. À l'époque, on a présenté ça aux agriculteurs comme la panacée à tous leurs problèmes. Aujourd'hui, bien sûr, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples. Ces produits-là, à l'époque, les matières premières ne coûtent pas cher parce que ce sont des molécules de synthèse et qui comme base le pétrole, bien sûr, et aussi le gaz naturel. Alors vous me direz, ces molécules, quand même, on a balancé ça sur le marché sans savoir exactement ce que ça allait donner. C'est vrai qu'en termes sanitaires, on a mis un certain temps à mettre en place une autorisation de mise sur le marché, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire, qui gère ça avec Santé France. L'expertise, bien sûr, est compliquée, je vous en parlerai un peu plus tard. Elle est un peu parallèle d'ailleurs aux médicaments aujourd'hui, dans un contexte évidemment différent. Donc, ce sont les années 60-70, l'agriculture est littéralement arrosée de ces produits-là. Et au départ, on est bien content, les rendements explosent. Le temps passe et arrive en France un événement, l'élection présidentielle de 1974, qui opposera au deuxième tour Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et au premier tour, il y a bien sûr beaucoup de candidats qui sont là juste pour faire passer un message et qui n'ont aucune prétention politique. Et il y a donc dans ces personnages un certain René Dumont, un scientifique, qui se préoccupe énormément de l'environnement et de l'évolution de la planète. Ce monsieur, notamment, avait été au Vietnam et voir un petit peu comment les gens préservaient leurs ressources, notamment le riz, qui est absolument fondamental en Asie pour l'alimentation, bien plus important en fait aujourd'hui que le pain en France, par exemple. Et il en a
il en a fait ses réflexions et il a mis en garde, si vous voulez, le public sur des évolutions qui pourraient être à terme catastrophiques. Alors, à l'époque, vous savez, on est en 1974, ça fait donc un peu plus de 50 ans, j'avais une vingtaine d'années et je le trouvais plutôt sympa, ce type, un peu perché, et je pense que mon opinion à l'époque était très commune. En réalité, il était ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. Et bien sûr, il y en a eu d'autres par la suite, notamment l'américain Al Gore, dans les années 80, c'était un démocrate, un politicien, et qui n'avait pas de formation spécifique sur les problèmes d'environnement. Et c'était quelqu'un qui était un très bon communicant, comme on dit, qui a commencé à faire des conférences aux États-Unis et à l'étranger. C'était quelqu'un qui parlait très facilement, sans papier, pendant 2 ou 3 heures, si nécessaire. À l'époque aussi, les médias étaient un petit peu, étonnés du personnage, mais il était, vraiment très en avance, et surtout vis-à-vis de la civilisation américaine, dont l'environnement à l'époque était le cadet des soucis. Par la suite, si vous voulez, les magasins bio ont commencé à se développer en France alors que la législation est très vague. C'est juste au départ une charte et donc il y avait à boire et à manger, si on peut dire. Concernant le vin, je vous expliquais qu'au départ, il y avait simplement des raisins bio et on faisait ce qu'on voulait après, ce qui a bien sûr changé beaucoup. Par la suite, donc, les prises de conscience se sont multipliées et on en est arrivé à la situation aujourd'hui où on commence à s'inquiéter beaucoup. Toutes ces molécules sont des poisons en fait, hein. C'est une évidence, sinon ils ne tueraient rien du tout. Et ça crée des déséquilibres majeurs dans les écosystèmes. Quand on agresse un écosystème, il y a 2 réactions, si vous voulez. Soit on va développer des plantes dont on ne veut pas, qui vont devenir invasives parce qu'elles échappent à ces produits-là. Soit on va provoquer des mutations et les bestioles vont devenir résistantes aux produits et ça va être l'escalade, exactement comme l'histoire de la résistance aux antibiotiques. Aujourd'hui, on prend conscience de tous ces problèmes-là et des études deviennent de plus en plus précises sur l'impact sur l'environnement et aussi sur les populations qui sont tout proche des vignobles et qui subissent presque directement, si vous voulez, les inconvénients de ces produits lorsqu'ils sont notamment pulvérisés dans l'atmosphère. Voilà, à bientôt.